Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Très heureux de vous retrouver. C'est un épisode de reprise aujourd'hui. Olivier Brett en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Messieurs, je vais vous avouer, là, on est peut-être à distance, mais je suis très, très heureux de pouvoir jaser foot enfin avec vous après quoi? 4 mois? 5 mois? Ben, honnêtement, j'ai arrêté de 4 compter. mois, yeah. 4 mois, Bon, nous de très toute heureux évidence, aussi. Hein. toi, Jean, tu n'as pas arrêté de compter. Mathématicien, bien que tu es. Tu sais exactement ça fait combien de temps qu'on a arrêté. On va embrayer tout de suite, les gars, si vous le permettez, parce qu'on a tellement de choses à couvrir avec, entre autres, l'Impact qui est en action hier avec une belle victoire face au Toronto FC à Toronto. On va également parler de ce qui se passe du côté de l'Europe parce que ça bouge beaucoup. Il y a la Ligue des champions qui a été conclue, mais il y a surtout Lionel Messi qui s'en va pas. On va parler au cours des prochaines minutes et on aura évidemment des réponses aux questions, aux nombreuses questions qui nous ont été posées sur Twitter au cours des dernières heures. Mais d'abord, Sid, peut-être avec toi pour commencer. Victoire de 1-0 de l'Impact hier face à une équipe de Toronto qui avait promené l'Impact 4 jours plus tôt, vendredi dernier, au stade Saputo. Est-ce que c'est suffisant pour réconcilier l'Impact avec des partisans qui sont un peu restés sur leur appétit jusqu'à maintenant cette année? Non, c'est pas suffisant. C'est un pas dans la très bonne direction pour l'Impact de Montréal, de tuer la série d'invincibilité de Toronto, qui je pense qui était rendue à 18 matchs. Mais il s'est passé cette année quelque chose qui est peut-être dans la continuité de la fin de l'ère de Rémi Garde, c'est-à-dire un accroissement d'un désamour, d'un désintérêt, parfois de colère envers le club, suite à des mauvaises communications ou des mauvaises interprétations d'actions faites par le club, et dans un contexte de pandémie où le club a fait 3 reprises, si je ne m'abuse, Ouais. et qui rend quand même assez difficile de s'accrocher à la saison 2020, qui était quand même partie sur des bonnes bases, hein, il faut le rappeler. Mais ce qu'on a vu récemment, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont un peu la chambre d'écho des partisans, c'est vraiment une profonde de colère contre l'Impact de Montréal. Et je pense que la suite de nouvelles qu'il y a eu entre le transfert de Louis Binks à Bologne, bien que très bien expliqué dans ton émission, et Mhm. ainsi que les enchères des 250 billets disponibles au Stade Saputo, ont un petit peu catalysé et bien sûr le foot, hein, parce que comme si en Floride l'Impact avait marché sur la compétition, je pense que ça ça aiderait. Mais tous ces facteurs-là font en sorte que l'Impact de Montréal a vraiment un gros défi, et pour moi peut-être même le plus gros défi de son existence, pour rattraper ses partisans dans le cadre de 2021. Et Jean, ce gros défi-là tombe sur les épaules d'un certain Thierry Henry. Très difficile d'évaluer quelconque entraîneur, même ceux qui sont établis en MLS depuis des années. Mais dans le cas de Thierry Henry, qui a eu, comme Sid vient de le dire, 3 reprises à gérer, un calendrier tronqué, mais là, on commence à avoir un échantillon quand même assez intéressant de rencontres, un échantillon assez intéressant aussi de communication avec le public, avec les joueurs, avec les médias. Comment tu évalues son travail jusqu'à maintenant? Pour l'instant, c'est intéressant. Pour l'instant, je pense qu'on voit à se mettre en place. On avait vu une petite base en tout début de saison avec beaucoup de bémols parce que c'était d'abord dans le contexte de la CONCACAF, où ça avait dû être fait très rapidement, je dirais pas avec les moyens du bord parce qu'il y avait quand même quelque chose de bien, mais on avait vu que toute l'approche, en particulier dans l'organisation et dans disons le paquet tactique, on travaillait au début sur du court terme. Là, on est en train de voir des choses se mettre en place un peu plus intéressantes, en particulier dans l'organisation générale, et on voit quand même un système de jeu commencer à se mettre en place. Clairement, ça ne fonctionne pas complètement, et on a pu le voir la semaine dernière lors du match contre Toronto à Montréal. Mais il y a quand même une idée de base qui est en train de se dresser, avec un groupe qui est intéressant. Je pense que pour l'instant, on est pas mal sur le bon chemin au niveau du jeu, au niveau de ce qui va être présenté sur le terrain.
Jean vient de parler d'un système de jeu qui commence à s'installer. C'est pour la première fois de l'ère Thierry Henry, un système quasi identique qui a été placé sur le terrain. Bon, il y a quelques joueurs qui ont changé. Amar Sedic était là vendredi dernier, n'était pas là pour le deuxième match face à Toronto. Samuel Piette était de retour. Même chose pour Saphir Taider. Mais on sent qu'il y a comme un squelette qui commence à s'installer avec un système. Je ne sais pas si c'est celui que Thierry Henry va préconiser pour la suite, mais as-tu l'impression que c'est ce qu'on vient de voir au cours de la dernière semaine, le système sur lequel Henry pourrait vraiment bâtir? Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que c'était parmi les conclusions du tournoi MLS is back. Il faut plus de clarté d'un point de vue tactique. L'impact de Montréal a utilisé, si je m'abuse, 4 systèmes en 4 matchs, 2 fois le même dans un même match, donc ça faisait 4 en tout. C'était un petit peu trop compliqué avec des joueurs qui étaient pour la plupart hors position et qui mettait vraiment beaucoup de pression sur l'ensemble de l'effectif et un décalage entre les intentions de Thierry Henry et ce que les actions que les joueurs pouvaient poser sur le terrain. Et je crois qu'on était tous d'accord sur l'idée que Thierry Henry devait arriver avec un système peut-être plus simple, pour remettre les joueurs à leur position naturelle, même si peut-être qu'ils voient des choses, et on le voit avec, pour moi, Samuel Piette, qui est quand même finalement la réussite, genre, comme si on doit quand même souligner que Thierry Henry est capable de créer des choses. Samuel Piette dans un rôle de numéro 8, ça commence à être intéressant. Mais de voir l'Impact 3 fois de suite jouer dans le même système de jeu de façon assez claire, où on a senti contre Vancouver que les joueurs savaient, les circuits de passe étaient quand même assez bien définis. Ça, c'est un gros plus. C'est un gros plus pour l'Impact de Montréal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que l'Impact puisse adapter à l'adversaire, puisse faire en fonction des absences, mais il faut qu'il y ait le plan A. Je pense que Thierry Henry avait beaucoup de plans B et C, mais le plan A, suite au 3-5-2 de la CONCACAF, ben, on n'en avait plus vraiment. Et donc là, c'est très positif. Sid vient parler de circuit de passe. Jean, as-tu l'impression, puis j'essaie de me questionner un peu par rapport à ça, parce que c'est tellement difficile d'évaluer une équipe qui est en construction. Je pense que tout le monde à l'Impact de Montréal, et je parle des gens au club, en est conscient, face à une équipe qui a fait 3 finales de MLS Cup en 4 ans, qui fait tourner le ballon comme très peu d'équipes arrivent à le faire. Est-ce qu'on se contente de trop peu? Parce que hier, je regardais le match, puis je me disais, waouh, là, tu as une super séquence de jeu, mais c'est comme si une séquence de jeu, puis on est là, on est sur le bout de notre chaise, puis on se dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On est en train de jeter des bases d'enfin une équipe qui pourrait faire tourner le ballon, alors que concrètement, quand tu regardes sur 90 minutes, c'est ce que le Toronto FC est capable de faire pour presque un match au complet. Oui, c'est sûr que si tu commences à juger l'un par rapport à l'autre, il y a du chemin encore à parcourir parce que Toronto est arrivé à un niveau quand même, ça a mis du temps, hein, mais ils ont mis pas mal de temps à le faire quand même. Mais c'est un système qui est rodé quand même et qui repose sur une énorme stabilité. Une stabilité au niveau de l'effectif et au niveau des joueurs marquants, au niveau des joueurs cadres et stabilité au niveau de l'entourage, à commencer par Greg Van. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est en place depuis longtemps. C'est sûr. Je ne vais pas dire qu'il faut le prendre en exemple, mais c'est certain que ce que fait Toronto actuellement, il faut le regarder et se dire, bon, eux, ils ont un projet et ils sont dans une phase très avancée dans leur projet, ce que l'Impact n'est pas actuellement. Ce qu'on voit avec Henry là, c'est qu'il a mis en place, il est arrivé avec, et ce qu'il fallait au départ, c'est poser une idée de jeu. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est là pour faire bloc et puis jouer des contres? Est-ce qu'on est là pour tenir le ballon? Est-ce qu'on est là pour ressortir rapidement, jouer plutôt vers l'avant? Ça, c'est d'abord une certaine philosophie de jeu, on va dire. Ensuite, tu l'organises. Tu vas voir comment tu vas faire, circuit de passe, etc. Et c'est qu'après, quoi, en tout cas à ce moment-là où tu mets ton organisation en place, que tu penses à la tactique et le système dans lequel cette organisation-là va s'exprimer le mieux avec les joueurs aux places où tu penses qu'ils vont s'exprimer le mieux. Je pense on est en train de le voir. Alors ouais, c'est sporadique pour l'instant parce que on n'en est qu'à très très peu de matchs et comme tu dis, des reprises segmentées. On en a eu, comme dit Sid, 3 pour l'instant et 3 qui n'ont pas duré très très longtemps. Hein. En février, entre la CONCACAF et la MLS, on a eu quoi? 5 matchs. À Orlando, on en a eu 4.
Là, on en est à 3, donc on peut pas mettre vraiment une somme sur chacun de ces 3 segments. Il faut prendre du temps. Tu vas me dire, ouais, mais du temps, à chaque fois on nous dit il faut du temps. C'est certain. Mais je pense que si on prend ces 3 segments consécutifs en l'espace de 7 mois, on voit quelque chose qui avance. Petite parenthèse, parce que, Jean, tes commentaires font écho à ceux de Thierry Henry, qui a dit exactement la même chose au cours des derniers jours. On ne peut pas comparer directement l'Impact 2020 à Toronto FC 2020, parce que du côté des Torontois, on a mis plusieurs années à mettre ce plan-là en marche. Et je pense même que Thierry Henry faisait allusion aux années de vache maigre. Tu sais, on s'en allait à un certain moment, ça devenait une blague. On va se rendre à 10 ans sans faire les séries. C'est tout à fait juste comme commentaire, mais là, la question qui se pose, c'est le jour où l'Impact est rendu là, est-ce que Thierry Henry est encore là ou est-ce que c'est seulement un maillon d'une chaîne qui va mener au jour où on sera aussi bien établi que le Toronto FC? Je ferme cette parenthèse-là, Jean, pour te poser la question sur un joueur en particulier. Dans ce système-là, qui semble stable depuis une semaine, il y a un gars qui n'est pas vraiment du 11 de départ, en fait, qui ne l'a pas été une fois, c'est Boyan. Comment tu l'intègres à cette équipe-là? Moi, c'est la question. Et Olivier, je t'ai lu régulièrement et écouté. C'est une question qui revient, mais moi, j'aimerais poser une question. Quelle est la place de Boyan? Quel est son poste? Et je ne pose pas simplement dans le contexte d'aujourd'hui de l'Impact, mais je pense que c'est une question qui s'est posée depuis ses débuts, depuis qu'il est parti ou en tout cas qu'il est parti de Barcelone. Quelle est la place de Boyan? Tu regardes, que j'ai fait un petit peu la recherche, tous les clubs dans lesquels il est passé, wow, top. Roma, Milan AC, Ajax, où il a fait des piges à Mayence et à Stoke, mais donc du professionnel top Bundesliga, donc Liga, Première Ligue, etc. À chaque fois, il a été mis un peu partout. Deuxième attaquant à droite, à gauche, attaquant sans être vraiment de pointe. Mais quelle est sa place à Boyan? Je sais pas. Je sais pas, et je pense que personne n'est capable vraiment de trouver où il excelle le mieux. Il a intégré un groupe professionnel à Barcelone où il surfait sur des stats incroyables dans les équipes de jeunes, où il avait battu plusieurs records de Messi, aussi bien en précocité qu'en rendement, où il marquait des buts. À partir du moment où il a intégré un groupe pro, la question, elle a été ouais, mais où est-ce qu'il va jouer? En intégrant un groupe pro où tu avais Messi, où tu avais Thierry Henry, où tu avais Samuel Eto'o, et après Ibrahimovic. Donc, quelle était sa place? Après, il y a eu David Villa. Quelle était sa place à Boyan? Je pense que ça a été très très dur à définir. Quand il est parti à la Roma, dans un système où on jouait avec un faux neuf, on l'a essayé, mais ça n'a jamais été non plus une formidable réussite. Il est parti à droite, il est parti à gauche, et au bout du compte, j'ai l'impression que c'est un petit peu la marque de toute sa carrière pour l'instant. Dans le contexte actuel, si on garde le même système de jeu et que tout le monde est en forme, capable de jouer 90 minutes, parce que sur les 2 derniers matchs, pour moi, Romell Kyoto, Lassi Lapalainen étaient cuits de leur première rencontre face à Vancouver la semaine passée, mais si tout le monde est en santé, avec Lapalainen sur le côté gauche, Romell Kyoto sur le côté droit, je ne pense pas qu'il y a de place pour Orji Okonkwo, Safir Taider comme faux attaquant ou comme milieu offensif. Est-ce que Boyan est de facto sur le banc? Ben, dans l'état actuel des choses, oui. Maintenant, dans le système de jeu, pour moi, il aurait été à la place de Safir Taider. Là où je ne dis pas qu'il doit jouer à la place de Safir parce qu'en ce moment, c'est peut-être le joueur qui accélère le mieux le jeu et qui a une justesse et un volume de jeu qui est vraiment très intéressant. Mais lorsque je vois le système, je pensais voir Boyan à cette position-là. C'est avec son bagage technique, avec son QI foot. C'est un joueur qu'on peut trouver facilement entre les lignes. C'est un profil, c'est des joueurs qui sont assez petits, centre de gravité assez bas. C'est là qu'ils sont les plus gênants. Donc pour moi, je pensais le voir ici. Maintenant, on a quand même un cas de figure où Boyan est en santé et apte à jouer et sur le banc. Et ça, c'est aussi l'un des enseignements du nouveau système ou des nouvelles idées de Thierry Henry. Il y a aussi Maciel. Donc
sur le long terme, quand même, c'est compliqué. On ne peut pas avoir un joueur du profil de Boyan. Quand je parle de profil, là, je parle vraiment profil de financier et importance dans la hiérarchie de l'effectif. Et pour que ce soit un joueur de banc, c'est pas possible. On n'a pas ce luxe-là. Donc, ça se pose. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui, effectivement. Juste avant de passer à notre segment en temps additionnel, Sid, je veux t'entendre sur, pas la décision, parce que j'ai parlé à plusieurs arbitres québécois, des arbitres d'expérience, là, qui ont des 15, 20, 30 ans d'expérience dans le monde du foot. Ce fameux penalty qui a été refusé hier au Toronto FC, pour ceux qui n'auraient pas vu la séquence, c'est un penalty qu'on joue court. Oui, je sais que ça fait bizarre de dire ça quand c'est pas un corner, puis c'est un penalty. Tu as Pozuelo qui décide de faire une passe à Pablo Piatti, qui est entré trop tôt dans la surface de réparation. Piatti marque, puis finalement, on annule le but et le ballon va à l'Impact de Montréal. La décision, au final, tout le monde a fini par s'entendre après m'avoir dit « Donne-moi quelques instants, je te reviens ». Mais tout le monde a réussi à s'entendre pour me dire que à partir du moment où la passe s'est faite, c'est là qu'on considère que le penalty a été tiré. Donc, c'est l'équivalent d'un retour du gardien ou d'une frappe qui touche le poteau et qui revient à un joueur qui, lui, serait déjà dans la surface. Donc, pour cette raison-là, on considère que le penalty est raté, qu'il y a eu infringement, rappelez-moi le terme si vous vous rappelez, mais il y a un joueur qui est entré dans la surface de réparation trop tôt. Encroachment. Encroachment. Et c'est pour ça que, bref, le Toronto FC se voit le but refusé et pas d'occasion de reprendre le penalty. Ça, c'est la grosse parenthèse qui est fermée. Une décision prise très rapidement par un arbitre qui, en passant, était responsable de la reprise vidéo à la Coupe du monde des femmes en France l'an dernier. Donc, moi, ce qui m'avait surpris, puis c'est là-dessus que je voudrais t'entendre, Sid, c'est la vitesse à laquelle on a pris cette décision-là sans aller à la reprise vidéo. C'est comme si on avait vécu ce genre de situation-là 15 fois dans les 2 dernières semaines, alors que tous ceux à qui je parle ont vraiment eu besoin de se gratter la tête pendant quelques instants avant de finalement prendre la même décision. As-tu été surpris de voir à quelle vitesse on l'a prise? Non, non, parce que quand on sait que le demi-cercle compte comme la surface de réparation dans ces conditions-là, c'est évident que Piatti est rentré trop tôt. Forcément, c'est mathématique, c'est scientifique. Il ne peut pas être à cette position-là sans avoir pénétré dans la surface de réparation avant que le tir se prenne. Donc, Mais il n'y a pas de moi, débat. Là où le débat se fait, c'est est-ce que le penalty avait été pris ou est-ce que ça fait partie du penalty? Tu sais, c'est là où la nuance est. Parce que, à quelque part, ça va faire jurisprudence. Ça pourrait être. Tu pourrais avancer si tu n'es pas Swallow ou si tu es le Toronto FC. Tu sais, ils font toujours un peu de lobby, eux autres. Tu pourrais dire, ben le penalty n'est pas encore pris. On le prend à 2. Je sais que ce serait un stretch un peu, mais ça pourrait être un argument. Alors que là, on a tranché et on dit que ce n'est pas le cas du tout. non, effectivement, je me range du côté de l'arbitrage. Là où j'ai des connaissances à peaufiner, c'est au niveau de retirer ou pas le penalty. Mais pour moi, le penalty, il est parfaitement tiré. C'est une passe. On en a vu durant le confinement entre Ramos et Benzema. On a vu Neymar et Icardi. Et ça, c'est vraiment dans la mémoire récente parce que souvent, on revient à Henry et Pires ou parfois même à Johan Cruyff, mais c'est pas quelque chose de courant, mais parfois il arrive qu'on voit des duos qui le font. Il y a Messi et Suarez aussi, donc c'est pas quelque chose de courant effectivement parce que bon, c'est quand même le geste qui est censé être le plus simple du football à 9 mètres. En tout cas, tirer, genre, ce serait le plus facile. Mais là où j'avais peut-être un peu d'incompréhension, c'est au niveau de est-ce qu'il fallait le faire retirer ou pas. Maintenant, pour moi, le penalty a été tiré, ça c'est clair. Ça, c'est pas, je dois dire, non, Non, mais non par qui? discutable. La question, c'est il a été tiré par qui? Parce que si tu considères que c'est Pablo Piatti qui tire le penalty, puis là, je te parle d'une perspective de l'arbitre, il faut que tu le reprennes. Mais là, on considère Non, que c'est pas Pozuelo qui a pris le penalty. Et c'est là où la décision se prend. Right? vas-y, non. Oui, d'autant que tu mentionnes, parce que c'est assez récent, le cas Ramos-Benzema, il a été donné à tirer. Mm-hmm. Et c'est la même chose. Benzema, au moment où Ramos pousse son ballon, Benzema est dans le demi-cercle. Et le demi-cercle, c'est la distance. Hein. Le demi-cercle, il existe uniquement pour ça,
qui est de garder une distance de 9,15 m entre le point de pénalty et les joueurs. Aucun ne peut être à moins de 9,15 m, d'où l'existence de ce demi-cercle. Benzema, il est dedans. Et il est lancé déjà et il va frapper le ballon qui est décalé par Ramos. Donc c'est sensiblement la même chose. Là, il avait été donné à retirer. Donc effectivement, moi je rejoins pas mal ici. Mon questionnement, il était plus là-dessus. Parce que le pénalty, il est tiré à partir du moment où le premier joueur touche le ballon. Ben, dans ce cas-là, on aurait fait une erreur du côté du Real parce que c'est comme si tu frappes sur le gardien puis que Benzema prend le retour. C'est l'équivalent. Et c'est là où, d'ailleurs, pour conclure là-dessus, tous les arbitres à qui j'ai parlé de cette situation-là ce matin m'ont dit la même chose. Ça va devenir une clip référence dans la formation des arbitres, pas juste ici au Canada, mais probablement partout sur la planète. Donc, on pourra se dire choyé d'avoir vécu ce moment-là ensemble tous hier soir au BMO Field. On va enchaîner, les gars, puisque vous nous amenez en Espagne. Là, Jean, il faut que tu m'expliques. Là. Est-ce que ça coûte 0 $ ou ça coûte 700 millions d'euros aller chercher Lionel Messi en ce moment? Quelle est la différence? Wow. Je pense que c'est un des fondements de la discussion du problème actuellement, où on en est avec cette fameuse clause. Pour l'instant, entre les arguments de Messi et de ses agents et avocats et Barcelone, les arguments, on savait qu'on allait arriver là, et on savait, là pour l'instant, on est dans une sorte de procédure assez simple, parce qu'on sait qu'on va avancer tel argument, on sait qu'on va avancer tel autre argument pour contrer. Que la position de la Liga qui va avec Barcelone et qui dit que la clause n'est plus valable, que la clause dont Messi se prévaut, qui est de dire oui, mais la saison n'est pas vraiment terminée. La Ligue espagnole se met du côté de Barcelone et dit non, en fait, c'était bien, ça se terminait bien au mois de juin et il faut payer ces 700 millions. Donc pour l'instant, les lignes sont assez bien définies, on s'y attendait. Maintenant, la question c'est, est-ce que pour trancher, il va falloir aller devant un tribunal, ou est-ce qu'on va trouver une sorte d'entente? Et c'est, si je comprends bien, c'est ce qui est en train d'essayer de se passer, puisque on annonce un rendez-vous entre le père de Messi, la direction du club, dans les heures qui viennent. Là, on est mercredi, on enregistre l'émission, et donc ça doit se faire dans les heures qui viennent, pour essayer de trouver une sorte de, je pense, une sorte de demi-mesure, parce que actuellement tout le monde sort perdant de ce coup-là, quel que soit l'aboutissement, et si l'aboutissement devait arriver devant les tribunaux, c'est perdant-perdant. Il n'y a pas de solution dans laquelle l'un ou l'autre va sortir bien. Pour Barcelone, je ne parle même pas du manque à gagner, hein, mais c'est une humiliation supplémentaire et la perte d'un joueur plus qu'emblématique, hein, vraiment un symbole. Bon, tu vas me dire, Barcelone a existé et existera après Messi, c'est sûr, mais il est certain que sur les 15 dernières années, ça a été quelque chose de phénoménal. Quoi qu'il arrive, Barcelone ne va pas en sortir gagnant. Ils sont, je dirais, à un certain point humiliés par la situation qui vient se rajouter à la situation de Neymar d'il y a 2 ans, parce que ça avait été un sale coup dans les dents de Barcelone, là, ce coup de Neymar qui part à Paris, alors qu'ils ne l'avaient pas prévu et puis qu'ils n'avaient rien fait pour blinder son contrat. Pour Messi, ça veut dire aussi X mois sans jouer. Parce que tant que ce ne sera pas réglé, il n'aura pas de lettre de sortie, il n'aura pas la possibilité de rejoindre un autre club. Donc là, maintenant, on attend un petit peu de ces prochaines discussions pour voir si elles vont aboutir à quelque chose et qu'on va trouver finalement une sorte de chemin, de terrain d'entente. Mais un terrain d'entente, ça veut dire probablement qu'il permettra à Messi de partir. On sait que Manchester City est en train de s'aligner et en train de préparer un contrat béton, un contrat qui ressemble pas mal d'ailleurs à celui que le Cosmos de New York avait fait signer à Pelé. C'est-à-dire une sorte de package avec une somme à la signature, mais ensuite X petits contrats
À l'époque, Pelé, c'était même enregistrer un disque, faire des trucs comme ça. Donc il y avait plein de petits contrats pour arriver à une somme globale. Et il semblerait que City est en train de préparer un truc comme ça qui leur permettrait aussi d'ailleurs de trouver, de présenter un dossier qui soit conforme aux règles du fair play financier. Oui, là, Sid, ce sera probablement pas enregistrer un disque pour Lionel Messi. Je vois très mal ce scénario-là, mais ça va peut-être être joué au deuxième but, joué dans le champ ou joué comme lanceur parce qu'on l'envoie avec New York City FC. Oui, effectivement, c'est là qu'on voit quelque chose d'assez intéressant dans le gros groupe City. Genre comme, moi, je serais Melbourne, je demanderais aussi un petit 6 mois. Mais pour, euh, pour Lionel Messi, ouais, je pense que c'est vrai, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein, le 8-2 de Lisbonne. C'est des scores qui vont résonner un peu sur l'échelle de l'histoire du football européen. Je suis quand même surpris. Je suis quand même surpris. Je pense que la direction avait réagi assez rapidement avec l'arrivée de Koeman, qui reste un joueur emblématique du club, qui est de la première campagne de Ligue des Champions. Bah, avec les Guardiola, donc je suis quand même un peu surpris de sa réaction aussi ferme du départ. Je reste très naïf encore de penser que ce mercredi, dans la discussion avec Bartomeu, son père et ensemble des concernés, un terrain d'entente, même si je crois qu'on est quand même pas forcément arrivé à un point de non-retour, mais je crois que le mal est quand même fait. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas de situation gagnant-gagnant, mais en cas de non-départ de Lionel Messi, on ne pourra pas non plus faire comme si il ne s'était rien passé. Alors que très souvent, par parfois des opérations de communication, on est capable de rattraper beaucoup de choses. Mais là, c'est sûr que le mal est fait pour Lionel Messi, dont les 2 dernières années, bon, parce qu'il y a quand même 33 ans, pardon, Ouais. Messi, donc les 2 dernières années à haut niveau à Barcelone je dis à Barcelone, on verra, mais il y aura toujours voilà, ce petit nuage de cette Ligue des Champions Covid qui a marqué les esprits avec ce score de 8-2. On va en parler dans un petit instant de cette Ligue des champions-là avant de passer à nos sujets chauds et des questions qui nous ont été posées sur Twitter. Mais juste pour conclure sur le dossier Lionel Messi, le problème du côté du FC Barcelone en ce moment, c'est pas de savoir est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars, c'est est-ce qu'on repart sur un nouveau cycle avec toi comme figure importante des 2, 3 prochaines années. Et c'est là où tu es toujours en train de revenir au même truc. Est-ce que tu es mieux de commencer la vie après Lionel Messi ou est-ce que tu continues de construire autour de lui? Parce que c'est un gars qui prend de la place dans le club, on le voit en ce moment, c'est un gars qui prend de la place sur le terrain aussi. Donc là, juste acheter un peu de temps, je pense que ça ne vaut pas la peine. Il faut que tu t'engages à 100% des deux côtés. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, Sid. J'ai l'impression qu'il y a un point de fracture en ce moment où on n'est pas vraiment capable de rassembler tout le monde autour d'une même cause. Pour ce qui est du contrat que City donnerait à Lionel Messi, là, il y a des chiffres qui revolent d'un bord et de l'autre, mais on dit 3 saisons en Premier League à 50 millions d'euros de salaire par année, après un petit chèque de 250 millions d'euros et un passage du côté de City Group, qui est les propriétaires de Melbourne. Tu l'as dit, Sid, il ne faudrait pas l'oublier, ça, même si on n'en parle pas souvent. Manchester City et New York City FC. Et là, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que Lionel Messi arrive à la veille de la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Écoute, c'est énorme là. Pour la MLS, pour cette Coupe du Monde-là, l'attention que ça braquerait, puis on ne peut pas ignorer le fait que ça se peut très bien qu'à ce moment-là, Cristiano Ronaldo soit aussi en MLS. Si les deux se retrouvaient là, écoute, si 94 a été extraordinaire pour le soccer en Amérique du Nord parce que la Coupe du Monde était ici, Jean, je ne peux pas imaginer ce que la présence de Lionel Messi en MLS, que ce soit sur un terrain de baseball ou non, s'il y a quelqu'un qui est capable de gérer les petits espaces, c'est bien lui. Ce serait phénoménal ce que ça pourrait faire pour cette Coupe du Monde-là, non? C'est sûr, le scénario que tu décris là, il est waouh, il est hallucinant. Effectivement, tu vois bien les choses possiblement se mettre en place de cette façon-là. C'est pas impossible et ce serait phénoménal. Tu parles de 94, là on serait passé à la coche au-dessus. On aurait fait ce saut
quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire dans le nombre aussi bien d'acteurs, de joueurs que dans le suivi, et qualitatif parce que là, tu amènerais le ou les deux phénomènes des 15-20 dernières années. Donc oui, ce serait un scénario fantastique, mais qui montre aussi que la MLS a gagné énormément en crédibilité. Je ne parle même pas de 94 parce qu'elle n'existait pas encore, mais il est certain qu'au fil des années, et là sur les 5-6 dernières années, il y a un saut vraiment au niveau de la reconnaissance de la Ligue. Oui, il va toujours y avoir ce petit bémol où on va dire, oui, mais parce qu'ils sont en fin de carrière, ils vont faire un dernier un petit chèque, etc. Bon, n'empêche que tu veux voir ces gars-là et puis qui servent de toute façon de locomotive, qu'on continue de regarder ce qui se passe du côté de la MLS, tout simplement parce qu'il va y avoir un tel, parce que là, aujourd'hui, il y a Nani, parce que avant, il y avait... il pouvait y avoir Rooney, Gerrard, Jovinko, Lampard. etc. Enfin bon, tu vois, on va continuer de les regarder. Et à partir du moment où tu arrives à amener des noms comme ça, bah, bam, ça te pose là, c'est certain. Et c'est certain que c'est un scénario sur lequel, même si lui, où tu parlais de Cristiano Ronaldo, vont avoir 35 ans ou 36, même à cette époque-là, tu dis une saison ou deux à leur niveau, on prend quand on veut. Absolument. Messieurs, le temps file, donc on va y aller rapidement avec les questions qui nous ont été posées sur Twitter. Sid, je voudrais commencer avec toi. Une question de Philippe Rancourt qui nous demande, suite à la situation de vendredi dernier, et là on parle du match de l'Impact qui ne devait pas être joué, qui finalement a été joué avec Jozy Altidore, qui a refusé de jouer la rencontre pour des raisons qu'on dit personnelles. On n'a pas eu plus de détails, mais on comprend qu'il y avait probablement quelque chose qui le froissait dans cette idée de voir Toronto FC jouer le match plutôt que le boycotter. Philippe nous demande, est-ce qu'un départ de Jozy Altidore de Toronto est possible? Et si oui, est-ce que l'Impact devrait tenter le coup? Juste penser à voir Jozy Altidore dans un maillot bleu aller jouer au BMO Field, j'ai un peu la tête qui tourne en ce moment, mais qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Bon, pour réponse courte, oui et oui. Réponse longue, je pense que parfois il y a des choses qui se passent à l'interne, il y a des discussions qui se passent à l'interne dont on n'a pas vent et on peut parfois interpréter ce qu'on nous on voit à travers des réseaux sociaux. Peut-être qu'on a fait trop de cas d'une espèce de brouille qui aurait entre, je sais pas moi, est-ce que c'est le clan Greg Vanney et Bradley, et puis de côté Altidore. On spécule. C'est certain que Jozy est très impliqué, que c'est une cause qui le tient à cœur. Il n'a pas fait le voyage, mais il a joué hier. Donc, on ne sait pas. En termes de profil, ça ferait du bien. Un numéro 9 qui prend de la place, qui est quand même capable de marquer en MLS. Non, comme Altidore ferait du bien. Bah, par politesse, on verrait, on ferait une demande. Maintenant, je crois que si Altidore quitte Toronto, c'est sûrement pour revenir aux États-Unis. Je le verrais mal rester encore en pige au Canada. Il n'a pas le même type d'attache que, par exemple, pourrait avoir un Laurent Simon, qui, lorsqu'il est revenu, lui, voulait rester au Canada. Donc, je ne pense pas que ça se ferait. Maintenant, ça se demande, hein, pourquoi pas. Jean, la deuxième question. Oui, vas-y. Non, ce sera dans cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'il demandera? Parce que ce sera un poste budgétaire important et il faudra vraiment, je pense que ce sera là qu'il faudra poser le pour et le contre, dire ok, Altidore, tu vois ce qu'il va te donner, tu vois exactement quel type de joueur est-ce qu'il va apporter dans ton système de jeu. Ce sera pour un temps limité et pour un coût qui va forcément t'handicaper ailleurs. Oui, mais je te dirais que Maxi Urruti est handicapant ailleurs aussi, puis tu n'as pas de retour. Donc, tant qu'à être handicapé, j'aimerais mieux l'être avec un Jozy Altidore qui te coûterait certainement plus cher que ça. Mais bon, c'était mon énième petit jab à Maxi Urruti qui, malheureusement,
n'a pas retrouvé ses airs après le confinement d'avant pandémie. Il était sur une super bonne séquence, puis là, finalement, commence à retomber dans l'oubli et dans les mauvais travers de la saison dernière de Rémi Garde, où ça avait été sérieusement compliqué pour Maxi Urruti. Jean, on va enchaîner la deuxième question avec toi, si tu le permets. Il y a Fred qui nous demande la sélection nationale devrait choisir quel sélectionneur, quel type de sélectionneur, et là, sélectionneur E, possiblement aussi, pour remplacer Kenneth Heiner-Moller, qui a annoncé son départ pour son Danemark natal avec la pandémie et surtout le report des Jeux olympiques. C'est ce qui a forcé la décision de Heiner-Moller qui a décidé de s'en aller. Et là, ben, le poste est vacant chez les dames. Je crois qu'il faut aller relativement près. Là, tu vas pas. C'est donc remis, mais c'est remis d'un an. Il va y avoir des échéances qui vont arriver très très rapidement parce qu'après, tu vas avoir une autre Coupe du Monde qui va enchaîner en 2023, donc Australie, Nouvelle-Zélande. Je crois que là, il faut quelqu'un d'assez proche qui connaisse bien le groupe et les méthodes. Je crois qu'il ne faut pas s'éloigner de ce qui est fait depuis 8 ans maintenant, un peu plus même, qui a vu cette sélection vraiment fracasser le plafond qu'elle avait auparavant et non seulement arriver à des résultats, mais à une reconnaissance parce que tu vois que les joueuses, je parle de la génération qui est en place là maintenant, et je ne parle pas forcément de Christine Sinclair, mais de la génération qui vient, et c'est celle qui porte vraiment de cette sélection-là. C'est des joueuses qui jouent dans les meilleurs clubs. On a une championne d'Europe avec Buchanan, on a des joueuses maintenant qu'on voit que ce soit en NWSL ou dans les meilleurs clubs européens. Donc voilà, il faut prendre ce noyau, ce gros noyau maintenant de joueuses-là. Donc je pense qu'il faut rester dans cette continuité. La continuité, c'est celle qui avait été mise en place par Herdman, qui, sans avoir été un grand révolutionnaire au niveau tactique, a amené les joueuses à prendre beaucoup plus conscience de leur place, de leur rôle. Et ça jouait beaucoup sur la confiance, sur le mental. Il faut continuer comme ça et amener petit à petit, parce que c'est à partir de là que tu amènes une équipe à être un peu plus en confiance dans son jeu sur le ballon, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les Canadiennes peuvent améliorer clairement. Donc je pense à un profil, j'ai pas d'idée particulière en tête, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit être relativement proche, qui actuellement est assez proche de la sélection et qui a vu de près ou participé même au processus qui a existé ces dernières années. Tu viens de glisser un petit mot, Jean. Je ne pense pas changer et aller chercher quelqu'un de l'extérieur pour cette échéance-là. Tu viens de glisser un petit mot, Jean, sur Kadeisha Buchanan, qui vient de gagner son 4e titre de championne d'Europe avec Lyon féminine. Lyon qui en a 5 maintenant, des titres de Ligue des champions. Qu'est-ce que tu penses de la dernière semaine où c'est 5 consécutifs et 7 en tout. Exactement, puis un 4e pour Buchanan. Jean, qu'est-ce que tu as pensé de la polémique Olas à Lyon qui envoie des jabs à gauche et à droite pour le manque d'attention médiatique, présumément, qu'on offre à ce titre-là? Je pense que c'était principalement dû, c'est l'équipe qui a mis le Tour de France à la une plutôt que le titre de Lyon. Est-ce qu'on est en train de brasser de la soupe quand, dans le fond, on est sur la bonne voie du côté du foot féminin, ou est-ce qu'on a encore besoin des genres de coups de barre comme ça? Non, je crois que d'abord, ça a toujours été un petit peu la personnalité de Jean-Michel Aulas. C'est pas nouveau. Et depuis que Lyon est vraiment une puissance vraiment notable en France et en Europe, donc ça fait maintenant depuis le début des années 2000, il a toujours eu cette personnalité-là. Bon, les grands titres de la une, faut rappeler que l'équipe, c'est un partenaire du Tour de France, donc ça va passer à la une forcément à un moment. Oui, il est certain que tu te rappelles à la Coupe du Monde, il y avait eu quand même des petites remarques en disant que l'engouement du public local n'avait pas été si grand que ça, à part dans les petites bulles
où jouait l'équipe de France, mais sinon le tournoi lui-même n'avait pas non plus complètement emballé et il avait fallu un apport massif de supporters. On parle de supporters pour les États-Unis, supporters pour les Pays-Bas en particulier, pour les Anglaises. Que c'est cet apport-là qui avait amené une dynamique supplémentaire. Donc c'est sûr que ça demande encore une grosse, encore des efforts, encore une grosse évolution. Donc je comprends un petit peu que Olas dise, regardez les gars, d'autant plus que il peut faire une sorte de parallèle avec une Ligue des Champions dans laquelle le club masculin est arrivé en demi-finale et qu'un autre club français est arrivé en finale, qui ont qui ont complètement dévoré tout l'espace médiatique à ce moment-là. Donc c'est sûr qu'après, tout de suite après, on parle d'une semaine suivant, il y a moins de place pour l'OL féminin et c'est dommage parce que c'est sûr que le calendrier est fait et aurait de toute façon un petit peu tassé cette finale parce qu'elle arrive trop vite après le tournoi masculin. Maintenant, c'est la situation qui fait ça. Mais je crois que depuis 3-4 ans, il ne faut pas non plus se tromper, la Ligue des champions féminines est devenue quelque chose dont on parle, tu vois, la preuve, on en est là, on en discute, parce que c'est installé. Et il faut trouver maintenant un contexte dans lequel bien le faire et sans doute le mettre encore plus en vitrine, mais c'est installé, c'est du solide. La prochaine question vient de Stéphanie et ça concerne le FC Barcelone, mais en quelques secondes, Sid, je voudrais juste entendre sur le sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Canada. Est-ce que pour toi, il faut y aller avec une femme? Pas, pas aller avec une femme parce que c'est une femme, mais j'aurais tendance à regarder peut-être un peu plus attentivement des dossiers, je sais pas, par exemple sur Wilkinson, mais au niveau du profil, mais c'est peut-être une plus longue discussion, c'est est-ce que c'est une échéance, ces Jeux Olympiques de 2021? Genre, quand on reprend le soccer féminin dans son contexte avec l'émergence des clubs professionnels, on a vu la domination de l'Europe à la dernière Coupe du Monde, doit-on faire de cette compétition un objectif en soi ou s'inscrire dans quelque chose de peut-être un peu plus large sur un cycle de 3 ans et à ce moment-là, est-ce que le profil du sélectionneur va être plus celui un bâtisseur, ce serait pas le bon terme, mais quelqu'un qui va essayer de réinstaller le Canada dans un cycle comme Jean l'a dit, un cycle de 8 ans, versus aller chercher un résultat à court terme, mais peut-être qui handicaperait la sélection sur le long terme. Donc, mais bon. La question de Stéphanie maintenant sur le Barça, c'en est une fort intéressante, Sid. Si Lionel Messi est pour quitter, quel joueur en profite le plus? À Barcelone, bon, on peut dire que c'est Antoine Griezmann dans le profil technique. C'est un joueur qui est vraiment qui est handicapé de la présence de Lionel Messi, aussi curieux que ça peut paraître quand ça sort de ma bouche. Mais oui, dans son profil de faux numéro 9, évidemment que lui et Messi c'est difficile de les rendre compatibles. Mais donc je dirais Antoine Griezmann. Plus que les autres, parce que finalement les autres joueurs offensifs, que ce soit le retour de Coutinho, que ce soit Dembélé, eux, Messi ou pas Messi, genre comme ça devrait pas les changer sur leur positionnement, tandis que bon pour le joueur français, oui, il était quand même plus affecté par la présence de Lionel Messi. Un retour de Coutinho qui vient juste d'aller remporter la finale de Ligue des Champions avec le Bayern dans un format qui a été, disons, pandémie oblige, remodelé. Pas d'aller-retour pour les derniers mètres de la compétition, des matchs à élimination directe. Jean, rapidement là-dessus, est-ce que c'est le genre de format que tu aimerais voir reporté, reconduit pour les prochaines années ou est-ce que tu aimes mieux les allers-retours? Non, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Je trouve que le concept est bien. Sachant que tu vas, parce que je pense qu'à partir des quarts de finale, c'est une bonne idée, ça crée une dynamique vraiment, vraiment intéressante. Bon, c'est sûr que tu vas voir, ça a été un petit peu dur à démarrer parce que tu as eu une petite phase de raccro qui était de faire la soudure avec
les huitièmes de finale qui n'étaient pas encore terminés. Donc, il y a eu un petit peu de bricolage pour ça. Mais à partir du moment où ça va être bien mis en place, et je pense qu'on peut y arriver parce que il s'agira de libérer une douzaine de jours, mettons 15 jours, sur la fin d'une saison. Ce sont des dates qu'on va pouvoir récupérer puisque ces tours-là n'auront pas lieu. Il y aura juste 2 tours de huitième de finale en Ligue des Champions et puis les 2 tours en Europa, parce qu'il faut mettre l'Europa dans le même sens aussi, au mois de février. Donc, les dates mars-avril pourront être récupérées par les compétitions nationales et on arrivera sur ces mini-tournois. Moi, j'ai trouvé que les mini-tournois étaient bien. Ça a joué à fond. On a eu un spectacle en masse. On a eu des surprises parce que c'est vrai que les matchs à élimination directe, enfin des décisions sur un match, offrent plus la place aux surprises. Il n'y a plus des buts à l'extérieur, ça, merci. Donc non, je trouvais ça bien. Tu rajoutes à ça, bon, je sais que ça ne va pas forcément rester les 5 changements. Je trouve que ça a amené une fraîcheur, voilà, une sorte de renouveau un petit peu à la compétition qui ronronnait, qui tournait un petit peu parce que tu voyais toujours le même discours disant ouais, c'est les mêmes clubs, on voit les mêmes matchs, etc. Bon, il y a une évolution qui se fait parce que tous les clubs évoluent chacun à une vitesse différente et dans des formes différentes, mais il est certain qu'au bout du compte, tu vois régulièrement un Barcelone, Manchester City ou à Bayern, whatever, Bayern Milan ou Bayern Juventus. Donc, on va toujours retomber sur les mêmes, mais condensé comme ça, je trouve que ça a ramené une sorte de pêche, de dynamique intéressante au tournoi. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Sid, on va terminer avec une dernière question qui n'était pas posée directement pour toi, mais je la balance allègrement dans ta course si ça ne te dérange pas. C'est celle d'Amine qui nous ramène dans le giron de l'Impact de Montréal et qui nous demande si on doit racheter un seul contrat en 2021. Est-ce que ce serait celui de Maxi Urruti, Rudy Camacho ou Evan Bush? Pour moi, c'est une évidence, c'est Maxi Urruti. Je crois que oui, Evan Bush coûte cher, mais en même temps, pour service rendu, moi, ça me dérange pas vraiment. Puis ça reste une très bonne police d'assurance pour Clément Diop. Rudy Camacho va jamais vraiment compenser son salaire, mais lorsqu'il joue à ce niveau, ça reste un joueur qui est un brin trop payé, mais ne me dérange moins que ses performances, mettons, comme sous l'ère Rémi Garde, comme qu'il a même fallu qu'on ramène un Rod Fanny de 38 ans pour le suppléer. Mais Urruti, je vois très mal ce qu'il peut produire à haut niveau par rapport à son vraiment gros salaire. Là, on parle vraiment on est dans le million, c'est beaucoup. Donc non, pour moi, c'est Maxi Urruti. D'autant que, par exemple, on parlait tantôt de tactique, ben, le fait que Thierry Henry, lui, l'ait mis dans le rôle de Safir Taider, c'est encore un qui n'arrive pas forcément à s'imposer là où il doit s'imposer, qui reste, je sais pas, un couteau suisse un petit peu rouillé. Et je pense que voilà, que la fraîcheur qu'on a pu voir en début de saison, ça reste un épiphénomène et que Maxi Urruti n'a plus sa place. Il faut vraiment passer à autre chose. Un gros salaire dans le million. Va dire ça à Lionel Messi, là, qui est sur le bord d'aller en chercher 50 et puis 250 dans quelques années. On va voir ce que ça va donner. Les gars, ça a été un grand plaisir de vous retrouver après une beaucoup trop longue période d'absence à Loin de Sans Foot. Ça a été un énorme plaisir. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est fini pour aujourd'hui, mais on va se retrouver la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Excellent, merci beaucoup. Plaisir aussi. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute à la maison, dans la voiture, au travail, peu importe. Merci de nous poser vos questions que vous pouvez nous envoyer tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. Vous pouvez consommer, comme vous le savez, le contenu sur la rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur iHeartRadio.